Bonjour, bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo avec cette toute nouvelle histoire. Imaginez que la Casa di Papel soit une histoire vraie et que la personne qui a réalisé ce braquage dans la vraie vie soit un Syrien immigré en Allemagne il y a plus de 30 ans. Notre histoire commence avec Khalid El-Barazi, un immigré syrien parti en Allemagne pour trouver une nouvelle vie. Il s'y rendit avec ses frères depuis la Syrie jusqu'à Berlin pour s'y installer et trouver, comme tout le monde, un meilleur avenir que celui qu'ils ont laissé dans leur pays. Et c'est vrai, cet avenir existait, mais juste pour les Allemands et les gens qui étaient là-bas depuis leur plus jeune âge. Pour eux, qui étaient déjà d'un âge avancé, la situation était très difficile. Ils commencèrent à faire toutes sortes de petits boulots. Les solutions de dépannage et la vie devenaient de plus en plus dures. Ils fournissaient un effort colossal pour à peine subvenir à leurs besoins. C'est à 38 ans que Khalid commença à en avoir marre de cette situation et chercha une autre solution. Il commença à mettre au point un plan, et ce plan lui a pris 18 mois de préparation. Après que Khalid ait fait toutes sortes de petits boulots dans un pays où il ne connaissait personne, avec en plus des frères dont il était responsable, ils étaient d'un âge assez mature, mais lui, il s'en sentait quand même responsable, vu que c'était lui qui les avait amenés en Allemagne. Il décida de faire un braquage, et qu'il mettra sur pied un plan bien ficelé, même si ça allait lui demander beaucoup de temps. Les premiers qu'il choisit pour l'assister sont ses deux frères, vu qu'ils allaient le soutenir et qu'il pouvait leur faire confiance. Ils commencèrent à préparer l'opération, mais se rendirent compte qu'ils auront besoin de plus de personnes. Deux de leurs amis les joignirent et c'est ainsi que se compléta l'équipe qui va exécuter l'opération dont je vais vous parler dans cette vidéo. L'opération qu'ils ont exécutée était un braquage armé sur une banque dans les environs de Berlin. Le plan que Khalid a mis au point était ainsi. Ils devaient entrer dans la banque pour faire leur braquage et devaient faire traîner les choses le plus longtemps possible pour que la police ait le temps de quadriller le secteur et boucler toutes les issues possibles. Ainsi, les négociations pouvaient commencer vu qu'ils avaient des otages et ils pouvaient demander à la police plus d'argent, une voiture et même un hélicoptère pour pouvoir s'échapper avec son équipe à l'endroit le plus éloigné possible. Ils s'étaient entraînés pour ce plan pendant une très longue période. Le rôle de chaque personne que devait faire tout un chacun depuis leur introduction dans la banque jusqu'à leur évasion. Toutes les possibilités étaient prises en compte pour le succès du plan. Le 27 juin 1995, le jour du braquage, ils ont fait un très rapide récapitulatif de l'opération, ont tous pris un fourgon et se sont dirigés vers la banque. Ils portaient des cagoules et étaient lourdement armés, avec tout type d'armes, même des grenades. Ils sont entrés dans la banque et ordonnèrent à tout le monde de se coucher par terre. À 10h25, ils étaient au milieu de la banque avec des mitrailleuses et tous les otages étaient face contre terre. À l'instant où ils sont entrés, une caissière avait eu le temps de déclencher l'alarme silencieuse. Grâce à cette alarme, les policiers ont été informés et après très peu de temps, ils allaient être là. De son côté, la caissière qui avait déclenché l'alarme silencieuse s'était exécutée et était face contre terre sans dire mot. Pour le comptage, à l'intérieur de la banque, il y avait ses otages, Khalid, ses deux frères et les deux complices. 10 à 15 minutes après, les policiers étaient devant la banque. Mais ils n'ont pas donné l'assaut immédiatement, vu qu'ils avaient peur que s'ils donnaient l'assaut, ça se transforme en fusillade et que les otages soient tués. Ils sont restés en dehors de la banque et ont sécurisé la zone. Ils ont informé toutes les personnes qui habitaient dans le secteur de la situation et leur ont demandé de partir afin de quadriller la zone. Moins de 20 minutes après les premiers arrivants, c'était plus de 100 policiers qui étaient sur place afin de protéger la population qui était en dehors de la banque et d'empêcher Khalid de s'enfuir avec l'argent. Ce qui fait que Khalid et son équipe étaient complètement cernés. Ils n'avaient aucune échappatoire. Leur seul moyen de fuir était qu'ils puissent se procurer une voiture et un hélicoptère auprès de la police elle-même. Piégé à l'intérieur de la banque, Khalid devait trouver un moyen d'établir la communication avec la police afin de leur faire part de ses revendications. La coopération de la police était primordiale, vu que sans elle, leur plan tombe à l'eau. À 11 heures, Khalid décida de faire quelque chose. Il fait sortir une otage avec une feuille de papier sur laquelle il avait noté toutes leurs revendications.
L'otage commença par communiquer tous les détails concernant les braqueurs à la police, leur nombre, leur heure d'arrivée, et leur a aussi confirmé que les preneurs d'otages étaient lourdement armés et qu'un assaut était voué à un massacre d'innocents. La police abandonna alors toute tentative d'assaut et commença à réfléchir à un moyen de résoudre le problème le plus pacifiquement possible. En gros, le plan était de faire sortir les otages ainsi que les braqueurs et de les attraper lorsqu'ils essaieront de fuir. Le seul souci était le montant qui était inscrit sur cette feuille. Il leur avait réclamé l'équivalent de 3 millions d'euros de l'époque. Maintenant, vous avez les deux plans en tête, alors écoutez la suite attentivement. Après ça, plusieurs communications ont eu lieu entre Khalid et la police. Mais il faut noter que la communication n'a jamais été directe. Khalid n'a jamais directement parlé à la police. Il utilisait le directeur de la banque en tant qu'intermédiaire au téléphone. Il ordonnait au directeur de répéter ce qu'il disait et une fois que c'était fait, il raccrochait immédiatement. Et c'est ainsi qu'ils communiquèrent afin que la police ne reconnaisse pas sa voix ou bien n'ait d'enregistrement de sa voix a posteriori. La police était en train de préparer les exigences de Khalid. En même temps, lui et ses complices étaient à l'intérieur dans la salle du coffre-fort en train de tout piller et de tout mettre dans des sacs afin d'être prêts pour le moment de fuir. Dans la feuille qu'il avait transmise avec l'otage, Khalid avait bien précisé l'heure où la police devait lui préparer les choses qu'il avait demandées. À 19 heures, tout devait être prêt. Et à 19 heures, la police avait pu préparer la voiture et l'hélicoptère. Mais en ce qui concerne l'argent, ils ont eu beaucoup de difficultés à rassembler une aussi grande somme en si peu de temps. À ce moment-là, Khalid, qui commençait à s'impatienter de ne pas voir l'argent arriver, s'est décidé d'agir. Il mit une cagoule sur la tête du otage, l'a mis devant une fenêtre et braqua un pistolet sur sa tête afin de presser la police pour qu'il lui prépare vite tout ce qu'il avait demandé. Après cette brève mise en scène, la police a acquis la certitude que Khalid était sérieux et se mirent à activement presser les choses. Après avoir rassemblé tout l'argent qu'ils pouvaient, ils ont pu livrer l'équivalent de 2,5 millions d'euros de l'époque à Khalid, par le biais de deux policiers qui se sont présentés devant la porte de la banque torse nu. Après cet échange, un lourd silence s'installa à l'intérieur et à l'extérieur de la banque. La police était en attente d'une réaction de la part des preneurs d'otages, mais aucune réaction ne se fit entendre pendant 5 longues minutes. Ce silence fut soudainement rompu par des tirs de mitrailleuses à l'intérieur de la banque. Les tirs volaient, les ampoules explosaient et les otages criaient. Cela dura plusieurs longues minutes. Et après ça, retour au silence. La police était terrorisée, persuadée que c'était un massacre causé par leur incapacité à trouver l'argent dans les temps. Le problème était le fait que cette affaire avait été hautement médiatisée. Les familles des otages ainsi que leurs proches avaient suivi toute la scène depuis chez eux sur leur télévision. Cela a sûrement dû être un traumatisme terrible qui est resté gravé dans leur mémoire pendant longtemps. Pour les policiers, le dilemme était très rude. Ils posaient les pour et les contre pour savoir s'ils devaient rentrer dans la banque ou si c'était trop dangereux pour les otages. Mais personne ne sut quoi faire dans cette situation. Alors ils ont patienté. Patienté jusqu'à 1 heure du matin, heure à laquelle le téléphone sonna. Enfin, un appel de la part de Khalid, par l'intermédiaire du directeur de la banque, comme toujours. Tranquillement, il leur expliqua que absolument rien ne s'était passé, qu'ils avaient juste tiré sur les ampoules pour les éteindre. Les policiers étaient légèrement soulagés. Ils avaient enfin une réponse à donner aux proches et familles des otages. Mais ils étaient quand même perplexes. Des balles ont été tirées et ils n'avaient aucune certitude à part que ces gens étaient dangereux et qu'ils pouvaient tirer sur les otages à n'importe quel moment. Alors les policiers commencèrent à activement chercher un moyen de mettre fin à cette situation pour que cela ne dure pas plus longtemps. Cela faisait maintenant 17 heures depuis le début de ce braquage. Les policiers étaient toujours en attente après leur dernière communication et un peu après 3 heures du matin, ils reçurent un nouvel appel. À l'appareil, ils avaient le directeur de la banque, comme toujours, mais il parlait d'une façon qui était différente de d'habitude. Il parlait extrêmement doucement, comme s'il chuchotait. Et il leur a dit que cela faisait 2 heures qu'ils n'avaient plus vu ni entendu les preneurs d'otages et que c'était le moment parfait pour venir les sauver.
Les policiers commencèrent à débattre sur les différentes hypothèses, mais prirent la décision très rapidement de donner l'assaut et de risquer le tout pour le tout, vu qu'ils eurent confirmation qu'ils n'étaient actuellement pas avec les otages. Leur tactique était très simple, c'était d'être extrêmement rapide afin de les prendre par surprise, sauver les otages et capturer les braqueurs. À 3 heures du matin, l'assaut fut donné. Ils trouvèrent tous les otages en vie, étalés face contre terre, mais pouvaient avoir confiance en personne. Ils devaient être sûrs et certains que toutes ces personnes étaient réellement des otages. Vu qu'il faisait extrêmement noir et que tout le monde était face contre terre, c'était très difficile de distinguer entre otages et braqueurs. Une fois qu'ils ont vérifié tout le monde et qu'ils se sont assurés qu'ils étaient tous des otages, ils les ont fait sortir, avant de commencer à chercher dans la banque pour trouver Khalid et ses complices. Ils ont scrupuleusement cherché dans toutes les pièces du bâtiment, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la salle du coffre-fort. À ce moment-là, ils étaient sûrs et certains que les braqueurs s'y étaient réfugiés. Ils ont donc commencé les préparatifs pour le face-à-face, et sont rentrés, mais n'ont trouvé absolument personne. La pièce était totalement vide, l'argent et les braqueurs s'étaient totalement évaporés. Du côté de la police, la confusion était totale. Ils passèrent 1 heure à fouiller le bâtiment de fond en comble et après 1 heure de recherche approfondie, ils découvrirent un tunnel à l'intérieur de la banque. Oui, oui, tout à fait, un tunnel. Depuis le début, je vous ai volontairement exposé le point de vue de la police, tout simplement parce que le vrai plan de Khalid est digne du professeur. Depuis le début du braquage, l'alarme qu'il a volontairement laissé la caissière enclencher, l'otage qu'il a fait sortir avec les revendications, ainsi que comme l'ont reconnu les plus attentifs d'entre vous, le plan Valence, tout ce qu'a fait Khalid était juste une diversion afin de gagner du temps et détourner l'intention de la police. Khalid n'avait aucunement besoin d'une voiture ou bien d'un hélicoptère. Il a fait tout pour gagner du temps, afin que lui et ses complices puissent rassembler tout le contenu du coffre-fort. Et aussi, pourquoi pas récupérer un peu plus d'argent en bonus grâce à la rançon livrée par les policiers. Alors maintenant, la question que vous vous posez certainement, c'est comment c'est possible, hein? Comme je vous l'ai dit pendant l'intro, cette histoire ressemble énormément à la Casa di Papel. La vraie question est, 18 mois avant le début de ce braquage, en quoi consistaient les préparatifs? En réalité, Khalid et ses complices avaient loué un garage à peu près 200 mètres de la banque et commencèrent à creuser un tunnel depuis le garage jusqu'aux galeries souterraines d'eau usée les plus proches. Après une certaine distance dans ces galeries, un nouveau tunnel fut creusé jusqu'en dessous de la salle du coffre-fort. Mais pendant le processus, après une certaine période à creuser avec leurs propres compétences, c'était devenu difficile pour eux. Alors ils ont décidé de demander de l'aide à un spécialiste. Après une certaine période à chercher la personne qui pourrait les aider, ils trouvèrent un Syrien qui en avait les compétences. Ce n'était pas un criminel, mais les temps étaient durs et ils lui promirent une somme d'argent conséquente s'il menait à bien cette mission. Ce qu'il fit pendant 18 mois, jusqu'à ce qu'il arrive à 1 mètre de la salle du coffre-fort. À ce moment-là, sa mission était finie. Ils le payèrent et il se retira. Concernant la terre qu'ils ont extraite depuis leur chantier, ils utilisèrent le même fourgon qu'ils ont utilisé pour le braquage afin de la transporter en dehors de la ville. Lorsque le braquage s'est produit, pour la police, Khalid n'avait pas eu le temps de s'enfuir et était bloqué à l'intérieur de la banque. Il n'avait aucun moyen d'imaginer que cela faisait plus d'1 an qu'il se préparait pour ce coup. Ils se sont dit que la zone était quadrillée, qu'il était bloqué, que c'était eux qui lui donnaient leurs conditions, que c'était eux qui l'avaient enfermé et qu'il n'avait aucun moyen de fuir. Mais la réalité était tout autre. Après qu'il s'était introduit dans la banque, il était préparé pour tout. Il avait même préparé des sandwichs pour les otages. Et toutes les mises en scène qui ont suivi étaient juste pour gagner du temps. Une fois à l'intérieur, ses complices ont commencé à remplir des sacs et à creuser le mètre qui les séparait de leur tunnel. Les policiers n'en avaient absolument aucune idée, mais les sacs étaient évacués par le tunnel juste sous leurs pieds, depuis la banque jusqu'au garage avant d'être chargés dans le fourgon. Et cela pendant l'entièreté des 17 heures qu'a duré le braquage. Alors qu'ils avaient absolument tout transporté et qu'ils étaient déjà très loin, les policiers étaient en train de réfléchir s'ils devaient entrer ou pas. Entre-temps, Khalid et ses complices étaient déjà partis. Ils ont même eu le temps de répartir les gains et étaient partis, chacun chez soi. Khaled avait très certainement même eu le temps de prendre une douche avant de se poser devant la télé pour regarder le braquage.
À ce moment-là, Khalid avait certainement un sentiment de toute puissance et pensait que son braquage était parfait. Et il l'était. C'était un braquage sans bavure, sans incident et surtout sans victime. Maintenant, je vous invite à faire pause à la vidéo et d'essayer d'imaginer où est-ce que l'erreur a été commise. Comme vous l'avez très certainement constaté, nous avons les noms et les détails du braquage, ce qui veut dire que tout ne se passa pas comme prévu. L'erreur était effectivement le spécialiste syrien qui les aida pour le tunnel et qui ne faisait pas initialement partie du plan. Après que le braquage se soit produit et qu'il l'ait vu à la télé, il eut connaissance de l'énorme quantité d'argent qu'ils ont pu voler. Le braquage avait été extrêmement médiatisé, non seulement en Allemagne, mais à un niveau international. C'est là qu'il prit peur. Il se dit que si jamais ils sont attrapés, lui aussi sera pris en tant que complice, vu qu'il avait creusé le tunnel qui leur a servi pour s'échapper, et que la peine qu'il aurait encourue aurait été très grande. La peur, la panique, en plus du fait qu'il n'avait pas touché énormément d'argent, peut-être que s'il avait touché plus d'argent, il aurait pu se taire. Mais il se rendit à la police et leur avoua absolument tout. Il leur confia que c'était effectivement lui qui avait creusé le tunnel et leur donna les noms et les descriptions de Khalid ainsi que de ses frères et de leurs complices. À partir de là, ce n'était plus qu'une question de temps avant que la police ne leur mette la main dessus. Ils avaient leur nom, leur visage et leurs empreintes, et ils commencèrent donc à chercher Khalid et ses frères, jusqu'à ce qu'ils les attrapent. Après qu'ils les ont trouvés, ils les arrêtèrent, et il ne leur manquait que des preuves de leur culpabilité. Ce qui fut facile, ils trouvèrent des objets volés à la banque chez eux, ajouté au fait qu'ils s'étaient offerts de superbes voitures alors qu'ils étaient tous les trois sans emploi. C'était absolument sans espoir pour Khalid et ses complices. Khalid a pris 13 ans de prison. Le spécialiste qui s'était rendu en a pris 6. Concernant les deux frères de Khalid et les deux autres complices, ils ont été condamnés à moins de 10 ans de prison chacun. Après les investigations de la police, il peut récupérer une importante partie du butin volé, mais une autre partie assez conséquente ne fut jamais retrouvée. Khalid avait avoué que le braquage avait été commandité par une autre personne, très influente en série. Les policiers n'y ont pas prêté très grande attention au début. Mais visiblement, ils ont reçu des informations après qui ont confirmé les déclarations de Khalid. Le fait est que jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait si c'est vrai ou pas. Le plus bizarre dans cette histoire, c'est que actuellement, Khalid et ses frères sont libres après avoir purgé leur peine, mais ils n'ont jamais fait de déclaration pour confirmer ou bien démentir cette hypothèse. Le fait est qu'une grande partie du butin a vraiment disparu. Et c'est ici que se termine notre histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. À une prochaine fois.